parce que on arrive à la fin. Je tiens à ce qu'on termine pas trop tard. On est tous un peu fatigués. Puis on a donc une petite session marketing après quand même, un petit peu expliquer comment on utilise le logiciel. Mais au niveau optique, on va pas le faire parce que vous n'avez pas la tête à ça. Ça prend du temps. La remarque d'Alain Beckman était extrêmement pertinente. Contrairement, il faut étudier ça, mais au schéma de Benjamin Leray, tu as Benjamin Leray? Il est plus là? Ils sont partis aussi? Ils sont partis tous les deux? Bref, malheureusement, vous n'avez pas fait attention, mais Benjamin Leray tout à l'heure, j'espère qu'on va le mettre en ligne, on le retrouvera sur le site, sur le web. Vous regarderez ça attentivement, mais sur le schéma de Benjamin Leray, il nous a montré, pour la vision de près, avec l'aberration sphérique négative, rapidement, que les rayons divergents, ils sont bloqués par la pupille, c'est ça qu'on a vu? 3 mm, 6 mm. Ce qui n'est pas à mon avis, mais enfin bon, peu importe. Et qu'après, on en a discuté tout à l'heure vite fait, que les rayons centraux droits de l'objet de près, si vous les rentrent dans l'œil, et qui croiseraient devant la cornée, dans la rétine, ça ferait de la myopie, enfin une myopie centrale. On a vu ça tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'une dilatation pupillaire crée des aberrations. Oui. Il disait que les rayons sur les 3 mm centraux et sur les 6 n'étaient pas au même endroit. Oui, ça... C'est pour ça qu'il faut une aspéricité cornéenne pour éviter ça. Alors moi, de ce que je connais, de ce que j'ai compris, c'est comme l'aberration sphérique positive qui croise devant la cornée et la négative croise derrière. Donc je ne suis pas convaincu de ce schéma optique, si vous voulez. Et je vais pas le faire parce que c'est très très long, j'ai des centaines de diapos si vous voulez là-dessus. J'ai passé des nuits et des nuits à me demander comment on pouvait voir de près avec des aberrations sphériques négatives. J'en avais discuté aussi avec notre ami de Rouen, Marc Muren, qui m'apprécie beaucoup, mais malheureusement il n'est pas dans la réfractive pure, mais il m'avait dit un jour, Fred, mais quand même, montre-moi le trajet des rayons lumineux, parce qu'on n'est pas dans la diffraction, on est dans de l'optique pure, donc il y a bien des trajets droits, hein, des rayons lumineux, comme on appelle ça, qui vont d'un objet de près. On a bien vu que c'est des divergents qui convergent vers la rétine. Et effectivement, il n'y a pas moyen, vous n'arrivez qu'à le faire, ça prend du temps, on ne peut pas, de mon point de vue, voir de près des aberrations sphériques négatives. C'est pas ça. Donc je pense que l'aberration sphérique négative, de mon point de vue au jour d'aujourd'hui, je me dis ça, mais je vous ouvre le débat, hein, c'est rigolo, elle sert à re-stimuler la réserve accommodative, comme disait Charlie, c'est très important. Elle permet d'avoir la qualité de vision de nuit que les gens me décrivent, pas tous, hein, mais certains me disent « Docteur, je vois beaucoup mieux la nuit, pourquoi on a enlevé les positives, on leur a foutu les négatives, d'accord ?» Je vous ai montré aussi, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais qu'avec la même quantité d'aspéricité, si vous comparez un Q+1 ou un Q-1, le Q-1 il produit beaucoup moins d'aberrations sphériques négatives que le Q+1 de positif. Vous voyez, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus délétère sur la vision les positives que les négatives. Bon. Et alors je me dis, mais alors, comment qu'ils voient? Parce que j'ai tout entendu hein, sur le presbyasique. Oh, bah, c'est de la neuroadaptation, etc. Moi, je peux vous dire que 100% des patients qu'on a fait ici, parce que j'écoute beaucoup les patients, je crois qu'on a beaucoup à apprendre des patients, certains m'ont dit, oh bah écoutez docteur, je vois comme à 20 ans. Bon, on le croit, on tient compte ou on ne tient pas compte. D'autres me disent, ah bah ça me fait comme une loupe. Je vois gros, si vous voulez, d'accord, je vois gros. Donc je me dis, je note, je ne sais pas ce que c'est, je vois gros. Bon, je vois gros. Et surtout, ce qui me choque le plus, c'est que quel que soit l'âge, donc de 45 ans, 75 ans, qu'il soit myope de -8 ou hypermétrope de +4, je veux dire, ça n'a rien à voir, la structure de la cornée, etc. Ils lisent tous, ça c'est vrai, sauf par exemple photophobie, vous voyez, les yeux qui pleurent, mais ils lisent tous, au bout d'un quart d'heure, la même manière, la même distance, tout est pareil. Et ils me disent, ben oui, je vois pareil ou mieux que dans mes lunettes, c'est gros, c'est comme une loupe, voilà. Bon. Et donc, c'est pas du tout la neuroadaptation. Moi, la neuroadaptation, je veux bien qu'on me parle de neuroadaptation au bout d'un mois, au bout de 6 mois. C'est pas ça, c'est optique. C'est forcément optique. Si vous comprenez, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas compliqué, c'est pas un truc. C'est simple, puisqu'ils ont tous le même rendu. Oui, docteur, je vois bien comme avant, comme voilà, tout de suite, quel que soit. Donc, je me suis dit, comme je n'ai pas réussi, vous avez peut-être trouvé le chemin optique pour faire voir un objet de près avec des aberrations sphériques négatives. Je me suis dit, il y a peut-être autre chose. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qu'on n'a pas fait? C'est très simple, vous allez voir. Je me suis dit, n'importe comment, le Z400, déjà, c'est déjà beaucoup moins puissant que le niveau 2. Hein. Alors si vous allez à la la deuxième spherical aberration, par exemple, c'est infinitésimal, ça n'a pas de puissance, on ne peut rien faire avec ça. Et je me suis dit, mais quand même, j'ai regardé, je me suis amusé, j'ai regardé tout un tas de... Et puis alors il y avait ce point aussi qui est important, on avait discuté entre midi, il y avait l'aberration chromatique. Les gens me disaient, il n'y avait pas de défaut quasiment, je n'avais pas beaucoup de perte de contraste, je vous l'ai montré. Ils se voyaient tous pareil, mais ils me disaient certains, par contre là, donc transitoirement je vois en 3D, mais j'ai un peu de mal sur les fonds colorés. Ils lisaient de près, mais ils ne lisent pas bien du rose sur du orange ou du jaune sur du orange. Vous voyez, ils ont du mal un peu les contrastes, enfin plutôt non pas les contrastes, là c'est le chromatisme là. Hein.
Et moi, dans ma tête, je me dis, waouh, chromatisme, dispersion chromatique, il y a un prisme là-dedans. Et après, je me suis dit, mais quand même, la cornée, il y a un effet prismatique. Quand vous faites un Q qui est plus fort ou moins fort, c'est comme, on dirait un prisme, je veux dire, optiquement parlant, bêtement. Alors bon, ma foi, j'ai commencé à regarder un peu. Il y a des, si vous ne savez pas, mais il y a des jumelles biprismatiques, enfin, tous ceux qui font de la chasse ou qui sont sur des bateaux, déjà appris comment ça marche des jumelles. Et alors, j'ai embêté encore une fois mes assistantes, qui sont jeunes et adorables et encore pleines d'accommodation. Je les ai fait accommoder, donc dans mon abéromètre, donc ce qu'on attend Jérôme Blondel, en fait, je fais un peu le... Mais c'est pas inintéressant. Il faut toujours prendre des jeunes pour accommoder, vous le savez bien. Et je reviens un tout petit peu en arrière, et ça c'est important. Vous savez que en 2004, on en a parlé, tu n'avais pas remontré ça, Jérôme. Il y a le Cheng, l'optométriste de Houston, formidable, qui avait montré, vous savez, la progression linéaire des HOA, donc du Spherical Aberration, qui était proportionnelle à la dioptrie d'accommodation. Mais précisément, on a vu ça tout à l'heure. Et c'est comme ça que j'avais commencé mon travail d'ailleurs. Mais je me suis dit, je vais recommencer le truc. Parce que c'était un dimanche, et donc en 2004, ça fait donc pratiquement 10 ans. Je montre ça à ma femme. J'ai emmené mes 2 enfants. À l'époque, mes gamins, ils sont là, mais ils avaient 12 ans et 16 ans, ou 14 ans. Je les ai emmenés au cabinet. Je les ai mis dans l'abéromètre et j'ai vérifié que Cheng, il ne disait pas des bêtises. Et j'ai trouvé exactement pareil, la même chose. 0,132 microns pour 3 dioptries, grosso modo. Bon. Je dis ça, c'est formidable. Je n'avais rien compris, mais je l'ai mis de côté, je l'ai gardé. Et aujourd'hui, vous voyez, 10 ans après, je refais la même expérience, mais j'ai fait autrement. J'ai regardé pas seulement les HOA, mais je me dis, en dessous, peut-être le prisme, je ne sais pas, le prisme, je ne sais pas. Eh bien, figurez-vous qu'on a trouvé, le prisme, il augmente aussi quand on accommode. Quand on accommode, il y a le prisme, le tilt change. Donc, on avait un tilt qui augmentait aussi. Alors là, on n'a fait que c'est un début, si vous voulez, c'est une idée, mais je pense qu'il y a peut-être un effet prismatique qui, là, peut-être pour expliquer plus facilement cet effet de loupe de grossissement qu'on trouve chez les patients. Donc c'est en cours de travaux, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'était pour introduire un peu le sujet. Donc on est peut-être aussi dans une nouvelle optique, comme quoi il faut regarder plus loin que le bout de son nez, parce on se dit les lunettes on connaît, HOA on connaît, mais le piston, bon, ça sert probablement à rien, mais le prisme, ça sert sûrement à quelque chose. Hein. Donc voilà ma réflexion d'aujourd'hui sur un effet prismatique peut-être qui pourrait... J'ai un beau tableau, mais on ne le trouve pas. On a un beau tableau avec le... Bon, bref. Vers convergent, c'est 2 prises qui se touchent par la base, et des vers divergents, c'est 2 prises qui se touchent par la pointe. Bon, pourquoi pas. Donc on va être obligé de faire un ISOVision 2, puisqu'on n'a pas pu étudier le prisme déjà, ça manque. Merci. Bravo.